Je tiens à vous remercier. Oh yes. Je tiens à remercier la CCI et particulièrement vous-même, Dominique, président, et toute l'équipe de la CCI pour la tenue, l'organisation de ce rendez-vous annuel qui existe depuis très longue date et pour ce lien fort entre nos deux institutions, la Banque de France et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron. Merci encore de nous accueillir. Donc ce soir, bonsoir à toutes et à tous, députés, Madame la directrice des finances publiques, Monsieur le directeur adjoint d'ADD ETSPP, Monsieur le président de la fédération du BTP, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, il y a des banquiers aussi, Mesdames, Messieurs les banquiers, et puis on a aussi des étudiants et on a aussi plusieurs personnes qui sont en visio. Je vais, comme l'a dit le président, vous faire un focus sur la situation économique en partant de la situation internationale, des données au niveau France, Occitanie et quelques données concernant l'Aveyron. Bien évidemment, vous pourrez poser des questions. Alors, pour les personnes à distance, peut-être par le chat, c'est possible. Pour les personnes dans la salle, directement. Alors, assez rapidement sur le contexte international, là je vais aller rapidement, mais le monde, la planète a fait face en 2020 à quasiment la première récession mondiale, puisque l'ensemble des pays ont été touchés par cette pandémie. C'est probablement la première fois qu'une pandémie touche l'ensemble des pays avancés et de manière simultanée. On avait eu Ebola, mais c'était localisé, de même que le SRAS, qui concernait plutôt l'Asie. Donc, un choc violent en 2020 qui concerne l'ensemble des pays et des zones économiques. 2021, c'est une reprise divergente. Vous voyez avec la couleur verte, ça traduit la reprise de l'économie et de ce rebond au niveau des différents pays et zones économiques, avec cependant quand même un certain nombre de divergences. Vous avez bien compris qu'avec cette pandémie, les économies sont reparties, mais pas forcément toutes au même moment, de la même façon, certaines confinées, d'autres plus confinées avec des économies qui repartent. Le résultat de tout ça, c'est quand même que, je dirais, l'engrenage international du commerce international est perturbé, évidemment, et ça a notamment généré de graves dysfonctionnements dans la chaîne de production, dans les chaînes de distribution, avec notamment pour conséquence, on le verra tout à l'heure, une hausse importante du coût des matières premières. Il faut noter quand même que cette crise, à la différence de la précédente crise des années 2008, qui était une crise financière, qui est ensuite rejaillie sur l'économie, là, c'est une pandémie, c'est une crise sanitaire qui affecte l'économie, mais l'économie, au moment où elle est touchée par la pandémie, globalement, l'économie mondiale, elle se porte bien. Et fort heureusement, on voit aujourd'hui, la crise ne s'est pas transférée à la sphère financière. La sphère financière, elle est solide. Alors, on a ici la production industrielle depuis 2018 sur le monde. Trois choses à retenir sur la production industrielle. Un, la violence du choc, qui est indiquée ici, où on voit avec les différentes couleurs la contribution à la baisse des différentes zones économiques. Et quasiment de façon symétrique, vous voyez là aussi la violence du retournement, qui, à partir de début 2021, est effectivement extrêmement important, avec, et vous l'avez noté, à partir de 2021, une tendance au ralentissement, et cette tendance au ralentissement, c'est notamment le résultat d'une moindre croissance, on va dire, de la Chine et du Japon. Mais on reste quand même, à fin 2021, début 2022, avec un niveau de croissance de la production qui est quand même supérieur à ce qu'il était avant la crise Covid. Au niveau du commerce international, on a quasiment la même chose que ce que l'on observe au niveau de la production, une dynamique du commerce international et un commerce international qui s'est remis de la crise pratiquement encore plus rapidement que la production, avec là aussi une tendance au ralentissement
toujours tiré par une baisse du commerce au niveau de la Chine et de la zone euro. Ce contexte international, je vous l'ai dit, il se caractérise par une forte hausse des prix des matières premières, on reviendra là-dessus, qui pèse sur les coûts de production, et ce, à peu près depuis le deuxième semestre de l'année 2020, même si on a des signes de ralentissement, mais on a quand même une forte augmentation de toutes les matières premières et de tous les intrants. Voilà concernant le contexte international. Sur la France se caractérise par un rebond marqué de la croissance. Vous voyez une chute historique en 2020, une perte de production, une chute du PIB de 8%, mais un rebond extrêmement vigoureux en 2021, puisque le PIB a progressé de 7% en 2021. Et nous, Banque de France, tout au long de l'année 2021, nous faisons tous les trimestres des prévisions sur la croissance. À chaque fois, nous avons revu à la hausse les prévisions de l'année 2021. Donc, le rebond sur l'année 2021, il a été vraiment très important et beaucoup plus important que ce qu'on ne pouvait imaginer en début d'année. On peut dire aujourd'hui que, globalement, l'activité économique en France a retrouvé son niveau d'avant Covid. On n'a pas encore tout à fait retrouvé le niveau de la croissance que l'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de pandémie en 2020 et 2021, mais on peut considérer que dans le courant de cette année 2022, compte tenu du rebond de la croissance de notre économie, je dirais tous les effets, les stigmates de la pandémie seront effacés. Ça, c'est quand même, je dirais, une excellente nouvelle pour notre économie. On s'est remis de la crise et on se sera complètement remis de la crise en 2022. Vous voyez que la croissance en 2022 que nous prévoyons, elle reste très positive. On est toujours dans cette dynamique de rebond avec une croissance en 2022 à 3,6% du PIB. Je vous invite à regarder un peu plus sur la droite, ça c'est nos prévisions de croissance. Vous voyez, 2023, encore une croissance portante à 2,3%, et 2024, on est à 1,4%. Une tendance à ce que la croissance française retrouve son niveau de croissance potentielle, le niveau de la croissance de notre économie avant la crise pandémique, qui était aux alentours de 1,2%. Et là, si j'insiste sur ce point-là, c'est parce qu'effectivement, de notre point de vue, ce taux de croissance potentiel, 1,4, c'est un peu en dessous, eh bien, il est insuffisant, notamment pour faire face au désendettement de la France. Et donc, je reviendrai là-dessus, sur les leviers. De notre point de vue, du point de vue de la Banque de France, il faut absolument engager un certain nombre de réformes pour que notre croissance soit un petit peu plus soutenue, probablement aux alentours de 2%. Et nous considérons qu'avec une croissance au niveau de 2% et le niveau de nos dépenses publiques, qui est ce qu'il est aujourd'hui, on va dire une stabilité de nos dépenses publiques, nous retrouverions de la capacité à nous désendetter. Parce que, vous le savez, notre économie a tenu en 2020, elle a tenu grâce à l'ensemble des mesures de soutien public mises en place, notamment par l'État, au travers des différents dispositifs, l'activité partielle, le fonds de solidarité, les PGE et un tas d'autres mesures qui ont contribué à fortement augmenter notre dette. Vous savez que l'endettement de la France, aujourd'hui, il représente 115% de notre PIB. Au début de la crise, l'endettement de la France était à 100% du PIB. Nous avons pris 15 points de PIB. L'endettement de la France a progressé d'environ 250 à 300 milliards avec cette pandémie. Il fallait absolument ces dépenses pour éviter, évidemment, à notre économie de sombrer. Mais il va falloir que l'on retrouve de la capacité à rembourser cette dette pour arriver effectivement à un niveau d'endettement qui soit plus faible. N'oublions pas que cette dette, pour donner une image, c'est quand même, cette image, je la reprends de la bouche de notre gouverneur Banque de France, c'est le sac à dos qui est sur l'épaule de nos enfants et de nos petits-enfants. Le deuxième élément, c'est l'inflation.
Ça, effectivement, il y a une préoccupation aujourd'hui. On retrouve effectivement en 2022 une inflation. Mais vous voyez que l'année dernière, en 2020, pardon, l'inflation était à 0,5 et que nous n'avions. Il n'y avait pas de sujet il y a un an concernant l'inflation. Il n'y avait pas de sujet dans les dernières années sur l'inflation. Pour les raisons que j'ai expliquées, effectivement, la désorganisation des chaînes de production, etc., l'augmentation des prix des matières premières. Depuis le deuxième semestre 2020, nous avons vu les prix des matières premières d'un certain nombre d'entrants augmenter fortement. On est d'accord. Avec donc de l'inflation. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on est, dernier chiffre sorti par l'INSEE, je crois, c'est 3,5% d'inflation. Nous, on considère en 2021 une inflation à 2,1, en 2022 à 2,5. Alors, nous, au niveau Banque de France, et on n'est pas tout seul, la question, c'est de savoir, est-ce que cette inflation, elle est temporaire ou est-ce qu'au contraire, on est rentré dans quelque chose, dans une inflation, dans un scénario persistant. Aujourd'hui, de notre point de vue, on est plutôt, et on mise plutôt sur un scénario d'une inflation temporaire. Alors, quelle va être précisément la durée, ça, c'est difficile à apprécier, mais on pense, en tous les cas, nous, au niveau Banque de France, et encore une fois, on n'est pas tout seul, que les prix vont se stabiliser, que l'inflation devrait revenir aux alentours de 2%, à un niveau plus élevé que ce qu'il était avant la crise, avant la pandémie, où on était à 0,5%, on devrait revenir vers un niveau d'inflation à 2%. Et je vous rappelle que le niveau d'inflation à 2%, ça correspond à l'objectif visé par la Banque centrale européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire. Et là, vous avez probablement entendu dans les propos de Mme Lagarde ou du gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy-de-Galhau, la Banque centrale européenne et la Banque de France, évidemment, les banques centrales européennes sont très attentives sur ce qui se passe en ce moment au niveau de l'inflation et sur ces différents scénarios. Et je dirais, la Banque centrale européenne se réserve la possibilité d'ajuster à tout moment la politique monétaire pour effectivement maintenir ce niveau d'inflation à 2%. La bonne nouvelle aussi, en 2021, c'est les créations d'emplois. Dynamisme au niveau de la création d'emplois en France, on a créé 650 000 emplois. On en avait détruit 300 000 en 2020, mais on a déjà recréé davantage d'emplois qu'on en avait détruit durant l'année 2021. Avec pour corollaire un taux de chômage qui a tendance à baisser. Ici, dans l'Aveyron, alors là, on annonce en 2021 ou 2022, au niveau national, un taux de chômage à 8, en baisse à 7,9 en 2022. Ici, dans l'Aveyron, aujourd'hui, le taux de chômage il est à 5,8%. Et sur le Ruthénois, on est même en dessous, on est quasiment au plein emploi, quoi. Voilà. Donc, une situation, si vous voulez, qui est quand même avec des voyants qui sont plutôt ouverts, parce que si on regarde d'autres données concernant, par exemple, les ménages, le revenu des ménages a été préservé durant la crise, l'activité partielle, etc., notamment permis de préserver le revenu des ménages. On a même accumulé de l'épargne, 170 milliards d'épargne forcée supplémentaire. Ça, c'est de la réserve, c'est du carburant pour la consommation et pour la reprise. La situation des entreprises. Et la situation des entreprises, globalement aujourd'hui, on va le voir un peu plus dans le détail tout à l'heure, elle est bonne. L'endettement net des entreprises n'a pas progressé. L'endettement des entreprises, il a augmenté de 230 milliards d'euros. Mais ces 230 milliards d'euros au niveau macro, on les retrouve quasiment au même niveau dans la trésorerie. L'investissement a bien résisté, vous voyez, plus 12% en 2021, et reste soutenu par une situation financière favorable. On le verra aussi avec des carnets de commandes qui sont là, et on a un niveau de faillite en France, dans la région et dans le département de l'Aveyron qu'on n'a jamais connu. On est sur 12 mois, vous le verrez tout à l'heure dans l'Aveyron, sur les 12 derniers mois, à 60 défaillances d'entreprises. Un niveau extrêmement faible. Un marché du travail qui est robuste, on y reviendra, et c'est évidemment le cas dans l'Aveyron. Concernant les capacités de production, là je vais aller assez vite, les capacités de production, elles sont au-dessus de leur moyenne de long terme dans tous les secteurs, sauf deux secteurs aujourd'hui. Vous avez le secteur de l'automobile et le secteur de l'aéro, où effectivement, ces entreprises dans ces secteurs-là
n'ont pas retrouvé le niveau d'activité d'avant la crise. Pour différentes raisons. L'automobile, c'est les pénuries, notamment sur les semi-conducteurs, qui impactent fortement l'ensemble de ce secteur. Et dans l'aéro, on a là aussi, avec la chute du trafic aérien, etc. Il y a des commandes, mais il y a eu un ralentissement marqué de la production et le niveau aujourd'hui de production du grand donneur d'ordre d'Airbus n'a pas retrouvé le niveau d'avant la crise, même si le constructeur annonce des remontées de ses cadences de production. Pour l'instant, on est quand même assez loin, dans l'automobile et dans l'aéronautique, des taux d'utilisation des capacités de production d'avant la crise. Dans les autres secteurs de l'industrie, en revanche, vous voyez sur la partie droite, le losange rouge, c'est la moyenne de longue période sur 15 ans, eh bien, on est à chaque fois au-delà de ce losange rouge. Dans l'industrie, l'activité elle progresse et on verra que l'industrie, et notamment en région Occitanie, la reprise de et le dynamisme de l'activité est tiré par les services, tous les services, et de même au niveau du bâtiment. Les carnets de commandes, ils sont dans l'industrie et dans le bâtiment au-dessus de leur moyenne de longue période. Je vais dire en raccourci, aujourd'hui, les carnets de commandes, ce n'est pas le souci du moment. Deux difficultés, on en a évoqué déjà une première, ce sont effectivement les difficultés d'appro. Là, nous interrogeons, vous le savez, au niveau Banque de France, 8500 entreprises sur l'ensemble du territoire tous les mois et nous avons plus de la moitié des entreprises qui nous disent effectivement avoir des difficultés d'appro. Des difficultés d'appro, ça peut être des délais qui sont longs pour avoir la même chose, ça peut être évidemment parfois des ruptures, des pénuries sur un certain nombre de composants, par exemple. Voilà, c'est des difficultés qui peuvent être graduelles. Sans surprise, vous voyez, le secteur de l'automobile, 82% des entreprises nous annoncent des difficultés d'appro dans le secteur de l'automobile. Tout ce qui est équipement électrique, machine, équipement, là où il faut des puces, des choses comme ça, effectivement, on a des difficultés d'appro. On a posé la question en janvier aux chefs d'entreprise sur quel est d'après vous l'horizon de la fin de ces difficultés d'appro. 75% des chefs d'entreprise estiment que ces difficultés d'appro ne dureront pas plus d'1 an. Elles ne vont pas se résoudre à un horizon du trimestre, probablement pas du semestre, mais 75%, donc il y en a quand même encore 25% qui pensent que ça durera plus que ça, même pas négligeable, mais 75% estiment quand même que ça ne durera pas plus d'1 an. Voilà. L'autre clignotant, effectivement, on en a parlé, c'est les difficultés de recrutement. Là, c'est une entreprise sur deux, à peu près tout secteur d'activité confondu, qui expriment, les chefs d'entreprise, ça c'est vraiment les chefs d'entreprise, expriment des difficultés de recrutement. Difficulté ne dit pas impossibilité de recrutement, mais pour réaliser un recrutement, c'est plus difficile, c'est plus long, ça demande plus de temps, il faut voir plus de candidats, il faut s'y prendre différemment, etc., etc. Voilà. Et là, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Pour augmenter cette croissance potentielle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui, la croissance de la France, on est sur une phase de rebond important. Tout ça est soutenu par les dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, par le financement, les taux qui sont extrêmement bas, le plan de relance, évidemment. Tout ça fait qu'on sort là-dessus. Mais quand ces dispositifs vont, je dirais, arrêter un peu leur effet, on va revenir vers cette croissance potentielle. Et qu'est-ce qu'il faut effectivement notamment faire pour qu'on ait un delta de plus 0,5%, c'est-à-dire qu'on se rapproche des 2% de croissance? Eh bien, ce que nous disons Banque de France, et là je vais reprendre les propos de notre gouverneur, il dit Banque de France, en toute indépendance par rapport au gouvernement, etc., on ne manque pas en France de dépenses publiques. On ne manque pas de capital. Aujourd'hui, le financement, il y a des banquiers dans la salle. La question du financement, ce n'est pas une difficulté aujourd'hui. Il y a des financements. Mais en revanche, on manque de travail. Ça, c'est partagé par tous les chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. Et qu'est-ce que nous disons, la Banque de France? Évidemment, ce n'est pas notre métier, on n'est pas aux manettes sur ce point, mais on dit quand même qu'il faut actionner différents leviers de réforme. Il y a des choses qui ont été faites, il y a déjà des choses qui sont engagées, mais il faut continuer dans ce sens-là, notamment vis-à-vis des jeunes, renforcer tout ce qui est l'éducation fondamentale, l'apprentissage,
Pour les seniors, ceux qui sont comme nous dans l'emploi, c'est probablement une réforme juste des retraites. Pour tous les actifs, c'est une formation professionnelle qui soit mieux orientée vers la bataille des qualifications. C'est un dispositif d'assurance chômage qui incite au travail. C'est des augmentations de salaire négociées pour les emplois qui souffrent d'un déficit d'attractivité. Et c'est tous ces leviers qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, mais qu'il faut arriver à conduire ensemble pour augmenter et améliorer l'offre de travail qui fait aujourd'hui cruellement défaut et qui est un frein au développement, à l'activité, notamment pour un certain nombre d'entreprises. Voilà sur le Focus France. Si je reviens maintenant sur le cadre de notre enquête régionale. Alors, notre enquête régionale, que nous réalisons chaque année, en Occitanie, c'est 1750 entreprises que nous avons interrogées, tous secteurs d'activité confondus. Sur ces 1750 entreprises, il y en a environ 130 pour l'Aveyron. Quels sont les secteurs? Industrie, les services et le bâtiment. C'est pour ça que le focus sur les commerces qui sera fait tout à l'heure est intéressant, parce qu'on n'a pas la partie commerce dans notre enquête. Ces entreprises, c'est quand même 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 195 000 salariés, pour vous dire que notre enquête, elle est représentative du tissu économique de notre région. Qu'est-ce que l'on peut dire en Occitanie? Eh bien, quand on regarde, alors ici, en rouge, vous avez 2021, c'est l'évolution des chiffres d'affaires. Rouge, c'est 2021. En grisé, c'est 2022. Ça, c'est qu'est-ce que les chefs d'entreprise nous ont dit quand nous les avons interrogés fin décembre, début janvier. Et vous avez le petit losange bleu. Cette enquête, on l'actualise en milieu d'année. Eh bien, ça, c'était qu'est-ce que les chefs d'entreprise nous avaient dit mi-2021 concernant l'année 2021. Mi-2021, dans l'industrie, les chefs d'entreprise nous disaient « Je pense que mon chiffre d'affaires progressera de 8%. » Eh bien, en Occitanie, à la fin de l'année, les chefs d'entreprise nous disent globalement le chiffre d'affaires il a progressé de 7%. Un peu en retrait par rapport à ce que les chefs d'entreprise imaginaient à l'été 2021. Et on va revenir un peu dans le détail par rapport à ça. 2022, même prévision, 7% d'augmentation du chiffre d'affaires. On viendra là-dessus. C'est vraiment les services, la dynamique, vous le voyez, dans notre région. En 2021, c'est vraiment les services et le bâtiment qui surperforment par rapport à ce que les chefs d'entreprise avaient même envisagé en milieu d'année 2021. Plus 11 dans les services et dans le bâtiment. Donc, on a véritablement une activité dans la région qui est tirée par ces deux composantes. La composante industrie, ici, c'est surtout, ça vous le savez mieux que moi, parce que vous vivez dans cette région depuis plus longtemps que moi, mais c'est surtout la composante aéro qui a tiré, je dirais, l'industrie, les résultats de l'industrie vers le bas. Parce que quand même, dans l'aéro, on a parlé tout à l'heure des taux d'utilisation des capacités de production. Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'aéro aujourd'hui, il est quand même 26 points en dessous de ce qu'il était avant la pandémie. 26 points. Donc on est, vous voyez que, je veux dire, il y a eu un vrai coup de frein au niveau de l'activité chez les grands donneurs d'ordre du secteur de l'aéronautique. Concernant les effectifs, eh bien, on voit qu'au niveau des effectifs, l'industrie a détruit de l'emploi, 1,9%. L'emploi a été extrêmement dynamique dans les services et dans le bâtiment, dans une moindre mesure, là aussi avec pas mal de difficultés pour recruter. Ça, c'est au niveau de la région. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'Aveyron? Et là, je vais citer, c'est les données de l'URSSAF. Eh bien, dans l'Aveyron, quand on regarde industrie, services, bâtiments du dernier trimestre 2019, fin 2019, avant la pandémie, troisième trimestre 2021, tout secteur confondu, l'emploi dans l'Aveyron, l'emploi privé, progresse de 1,7%. D'accord? Et comment ça se décompose? Eh bien, dans l'Aveyron, moins 1,2% dans l'industrie. Donc, dans notre économie industrielle aveyronnaise, on a connu en 2021 une dégradation de l'emploi.
voilà, on a détruit de l'emploi, 1,2%. En revanche, dans le secteur des services, là où la dynamique est extrêmement forte, au niveau de la région, on est à plus 2,7%. On a créé plus 2,7% d'emplois dans les services et plus 2,5% dans le secteur de la construction. Donc, on peut dire quand même que, globalement, que l'Aveyron est tout à fait dans cette photographie de l'évolution de l'emploi dans la région Occitanie. Nous avons aussi, dans l'Aveyron, des entreprises qui interviennent pour le secteur de l'aéro et qui ont aussi été touchées, ou pour le secteur de l'automobile et qui ont aussi été touchées par cette pandémie qui marque plus fortement ces deux secteurs de l'industrie, enfin de l'économie. Sur l'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, un investissement se porte bien, il n'y a pas de problème de financement. Et il y a des projets. Et que sur le 2021, dans les 3 secteurs, on a eu une progression des dépenses d'investissement. J'ai dit tout à l'heure que globalement, c'est plus 12%, les dépenses d'investissement. C'est le cas dans l'industrie, il y a des projets d'investissement dans l'industrie, dans les services en 2021 et en 2022. En 2022, dans les services, vous voyez ce moins 19%. Dans les services, l'investissement, c'est le secteur du transport. Donc là, clairement, les entreprises du secteur des transports annoncent plutôt un ralentissement au niveau de leurs investissements. Peut-être moindre renouvellement de la flotte. Il faut aussi voir aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile de commander un camion. On parlait ce matin avec le président Coste. Aujourd'hui, quand un chef d'entreprise veut commander un camion, le délai de livraison, c'est au minimum 12 mois. Minimum. Voilà. Mais une dynamique au niveau de l'entreprise et qui se maintiendra. La rentabilité, ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Parce que quelque part, on pouvait s'attendre qu'avec la pandémie, la hausse des coûts des matières premières, les difficultés que les entreprises ont pu connaître au niveau de l'organisation, les pertes de production, voilà, ça a été compliqué. La vie des chefs d'entreprise, elle a été compliquée avec cette pandémie. Il a fallu gérer des situations, moi je veux dire que, voilà. Eh bien, la rentabilité, elle est là. Et nous, on le voit au niveau Banque de France, au niveau de la cotation des bilans. Et ça, vous le voyez, c'est vrai dans tous les secteurs. Donc, les entreprises ont su maintenir un niveau de profitabilité en dépit, je veux dire, de cette crise et en faisant preuve d'adaptation, parfois en anticipant au niveau des achats. On a pu acheter à des conditions avant que les hausses n'arrivent, par exemple. Elles ont pu, dans certains cas de figure, répercuter aussi les hausses, pas forcément systématiquement, mais parfois elles ont pu le faire, etc. En tous les cas, ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire que nos entreprises, elles sont solides, elles sont saines, elles ont de la capacité pour investir, elles sont en capacité de faire face à leurs engagements financiers. Alors, l'industrie régionale, après, je vais aller un peu plus vite, je vous l'ai dit, elle n'a pas retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise. L'industrie, mais tirée vers le bas par l'aéro. Les autres secteurs de l'industrie, eux, ont mieux rebondi. On voit ici, par exemple, tout ce qui est agroalimentaire. Un rebond plus faible dans le secteur de l'agroalimentaire. Je vais dire 2 mots de l'agroalimentaire parce que quand même dans l'Aveyron, l'agroalimentaire, c'est quand même important. Alors, ce rebond moins important de l'agroalimentaire s'explique aussi parce que l'agroalimentaire, en 2020, est un secteur qui a le moins baissé au niveau de son activité. On a continué de consommer, de manger quand même. Ça. Voilà. Bon. Donc, l'agroalimentaire fait partie de ces secteurs qui avaient le mieux résisté à la pandémie durant l'année 2020. Il rebondit un peu moins. Nous, quand on regarde au niveau de l'Aveyron, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment, par exemple, dans le secteur de la viande, la filière bovine, etc., sur le bœuf, que le retour 2020 et surtout 2021 de la restauration hors domicile, la réouverture des restaurants, etc., a augmenté la demande. Les prix, notamment, ont été plutôt tirés vers le bœuf. Donc, sur cette filière bovine, on a plutôt, je dirais, et là, c'est les éléments donnés par Serre France, on a plutôt des éléments positifs. En revanche, on le sait, vous le savez, sur la filière porcine, en revanche, là, on est plus en difficulté parce que, notamment les exportations vers la Chine,
se sont considérablement réduites. Il y a une baisse des cours absolument inédite qui met en difficulté la filière. Hein, voilà. Sur la partie, je dirais, fromage, roquefort, etc., vous savez, le roquefort voit sa consommation diminuer d'année en année, mais les industriels dans le secteur ont su se diversifier, capables de produire d'autres produits qui répondent davantage aux attentes des clients. Et globalement, là, on a une bonne valorisation, je dirais, des fabrications. Donc, on a un secteur au niveau de l'agro qui a bien tenu. Et après, nous avons dans l'Aveyron des entreprises dans des secteurs de production de menuiserie industrielle qui produisent ou qui fabriquent pour la construction, pour le bâtiment. Et comme le secteur du bâtiment, on le verra après, fonctionne très bien, on a des entreprises là qui, quelque part, ont été tirées par la bonne activité du secteur de la construction, et dans d'autres domaines aussi. Donc, on est au niveau de tout à fait de l'Aveyron, au niveau de l'industrie de l'Aveyron, dans ce qu'on voit au niveau de la région Occitanie. Toutes les entreprises du secteur automobile, aéro, sont effectivement impactées. Les autres secteurs, c'est qui sont les entreprises industrielles qui sont dans les autres secteurs, plutôt une bonne dynamique d'activité. Les effectifs, j'en ai parlé concernant l'industrie. Dans l'Aveyron, on a détruit 1,2%. On en a parlé. Les investissements, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une dynamique des investissements. La rentabilité, je vous l'ai dit, ça c'est la bonne surprise également, c'est qu'il y a une bonne rentabilité au niveau des entreprises industrielles. Dans les services, alors les services, clairement, c'est le secteur qui a vraiment tiré l'économie de la région Occitanie, avec, vous voyez, en 2021, une progression des chiffres d'affaires de plus 11%, et on prévoit encore plus 8% en 2022. Et là, je ne vais pas tous les détailler, mais globalement, c'est à peu près tous les secteurs qui sont à l'unisson avec je dirais, des résultats, des progressions sur l'année 2021 et des projections sur l'année 2022 qui sont très encourageantes. Donc, un bon dynamisme dans l'activité des services, avec, vous l'avez vu, au niveau de l'emploi, dans l'Aveyron, plus 2,5% de création d'emplois entre fin 2019 et le troisième trimestre 2021. Et on continuera de créer de l'emploi dans les entreprises des services en 2022. La rentabilité, de la même façon, est bonne. La filière aéro, je vais passer. Sur la filière bâtiment, le bâtiment, c'est à peu près 10% des emplois dans l'Aveyron. Environ. Qu'est-ce qu'on peut dire de la filière du bâtiment? Alors, le bâtiment, 2021, vous voyez, il a surperformé par rapport à ce que les chefs d'entreprise imaginaient durant l'été, puisque on est à 11,3, ils imaginaient 8. Donc, un fort dynamisme dans l'ensemble du secteur. Dans le gros œuvre, vous avez le gros œuvre, le second œuvre et les TP. Alors, sur le gros œuvre, excusez-moi, il est dopé, le gros œuvre, par la construction neuve, même si la construction neuve n'a pas encore retrouvé son niveau de 2019, le logement collectif est plus en retard, notamment dans les grandes métropoles. Là, c'est la difficulté du foncier. Vraiment, le secteur, il a été tiré par le second œuvre. Tout ce qui tourne autour de la rénovation, de l'entretien du logement, de l'amélioration de l'habitat. Vous voyez cette forte dynamique et qui va se poursuivre. Les carnets de commandes sont solides au niveau du bâtiment. On a, et vous le voyez ici, un secteur du TP qui est un peu en retrait, un peu à l'écart, on va dire, de cette bonne santé globalement du secteur. Et ce que nous disent les chefs d'entreprise, là, c'est que globalement, la commande publique est un peu atone. Alors, ce n'est pas un problème de financement, parce que les financements, ils sont notamment on parle de TP, c'est les collectivités, hein, qui sont généralement les grands donneurs d'ordre. Les financements, ils sont à disposition, mais il y a moins de projets qui sortent au niveau des collectivités. Ça, c'est exprimé par les chefs d'entreprise. Mais donc,
globalement un secteur qui a extrêmement bien traversé la crise et rebondi. Les effectifs, croissance des effectifs, je vous ai dit, dans l'Aveyron, on est à plus 2,5% de croissance des effectifs dans le secteur, donc un peu supérieur à ce qu'on a au niveau de la région. Et la rentabilité, là aussi, vous voyez qu'on a des soldes positifs sur l'évolution de la rentabilité d'exploitation vue par les chefs d'entreprise. Sur l'Aveyron, je vais terminer par quelques données concernant l'Aveyron. Les défaillances d'entreprise, on en a dit un mot tout à l'heure, elles sont au plus bas. Vous voyez que sur un an, on est à 64 défaillances d'entreprise quand on regarde à novembre 2021. Ça veut dire que sur les 12 derniers mois, à novembre 2021, 64 défaillances d'entreprise. C'est-à-dire, historiquement, là, je pense qu'il n'y a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprise. Moins 45% les défaillances d'entreprise au niveau national. Les encours de crédit mobilisés par les entreprises de l'Aveyron, ils évoluent positivement. Alors vous allez me dire, il y a un petit creux là en avril-mai. Ben oui, il y a un petit creux en avril-mai parce qu'il y a eu des remboursements de PGE. C'est-à-dire que c'est un an après les souscriptions des premiers PGE. Et concernant les PGE, aujourd'hui, il y a 16% des entreprises qui ont d'ores et déjà remboursé l'intégralité de leur PGE. 16% des entreprises. Donc, on le voit ici parce qu'effectivement, on a un petit creux au niveau de l'encours, ça correspond au remboursement des PGE. Mais là, on a des banquiers, je pense qu'ils ne me démentiront pas, il y a des projets d'investissement sur notre territoire et dans notre département, que ce soit au niveau de l'industrie, enfin, au niveau des entreprises. Il y a une activité qui est bonne. Un autre élément qui permet d'apprécier, je dirais, la qualité des entreprises, c'est notre cotation Banque de France. C'est la répartition de la cotation des entreprises par la Banque de France. Dans l'Aveyron, nous cotons 1500 entreprises qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. 350 000 entreprises cotées par la Banque de France qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires au niveau national. 1500 dans l'Aveyron. Quand on regarde comment se répartissent ces 1500 cotes des plus grosses entreprises de l'Aveyron, on va dire, alors que 750 000, on n'est pas dans un très très grand groupe. Eh bien, vous voyez qu'on a 70% des entreprises cotées dans l'Aveyron qui bénéficient d'une cote dite excellente, favorable ou assez favorable, de nos meilleures cotes. Des cotes, dans notre jargon, on va dire, éligibles au refinancement. Les banquiers comprendront, mais ce sont nos meilleures cotes qui sont ici. 70% des entreprises. Et là, vous voyez quand même la différence, c'est qu'au niveau national, on est à 60%. Donc, l'Aveyron, les entreprises aveyronnaises, la structure de la cotation des entreprises aveyronnaises, c'est 10% d'entreprises qui ont une meilleure cote que ce qu'on observe au niveau national. Ça, c'est la qualité de la structure des entreprises. C'est des entreprises qui sont bien gérées, qui sont en bonne situation, qui ont une situation financière tout à fait solide. Et en tous les cas, plus solide, meilleure que ce qu'on peut observer au niveau national. Ça, c'est une vraie caractéristique des entreprises aveyronnaises. Un petit mot concernant les ménages. C'est quand même des acteurs importants. Vous voyez que les ménages, les crédits consentis aux ménages dans l'Aveyron, depuis octobre 2020, ils progressent régulièrement. On est à quasiment 5 milliards d'encours de crédit. Ça, c'est notamment les crédits immobiliers, les crédits à consommation, mais surtout les crédits immobiliers. L'année 2021 a été une année record en matière de production de crédits immobiliers en France, pour financer tous les projets immobiliers que peuvent porter nos concitoyens, que nous pouvons porter en tant que... Voilà. Donc, un dynamisme extrêmement important qui ne s'est pas démenti ici aussi dans notre département. Et si on regarde aussi l'envers du décor, c'est-à-dire sur le surendettement, là, je n'ai pas de slide, mais j'ai les chiffres en tête parce qu'on avait hier la commission plénière de surendettement. L'Aveyron est un des départements français et le département en Occitanie où le nombre de personnes surendettées est le plus faible, à un niveau plus faible.
On est à 148 personnes surendettées pour 100 000 habitants, quand dans la région Occitanie, nous sommes à plus de 200, et quand au niveau national, nous sommes à 225 personnes surendettées pour 100 000 habitants. Donc, une situation, on va dire, moins de difficultés financières de la part de nos concitoyens, en tous les cas dans l'Aveyron. Voilà, je vais terminer par ce slide. Une économie régionale, et en particulier au niveau d'une économie aveyronnaise qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de rattrapage. On est véritablement, je dirais, dans cette... Il y a un fort dynamisme. Les voyants sont au vert. On a 2 clignotants sur les appros et sur les recrutements, c'est clair. En 2022, ce rattrapage il va se poursuivre. On attend au niveau national une croissance de 3,6%. On va bénéficier au niveau de la région et dans notre département de ce rebond, la poursuite de ce rebond, et avec des perspectives qui sont meilleures au niveau notamment du secteur de l'aéro, parce que là, effectivement, Airbus et les gros donneurs d'ordre annoncent une remontée des cadences de production à partir de cette année, et également des perspectives dans le domaine du tourisme. On est peut-être un peu moins concerné dans l'Aveyron, mais pensez que sur Lourdes, par exemple, tout ce secteur touristique autour de Lourdes vient de traverser une période extrêmement difficile. Donc, on va normalement, avec l'amélioration de la situation sanitaire, le secteur touristique devrait mieux se porter. Le tourisme d'affaires aussi est en difficulté, mais ça concerne peut-être davantage les métropoles. On ne retrouvera peut-être pas tout de suite son niveau parce qu'on a changé aussi nos façons de travailler. Voilà, un scénario, vous avez compris, qui est plutôt optimiste, avec effectivement des voyants qui sont clairement ouverts. Il y a un certain nombre de risques, de tensions qui sont autour, notamment la tension de l'inflation. Il y a aussi des risques, alors là, je ne vais pas, il y a aussi des risques géopolitiques, etc., etc. Mais en tous les cas, un optimisme mesuré, mais un réel optimisme sur l'économie et le dynamisme de notre économie en France, de manière générale, en Occitanie et particulièrement également dans l'Aveyron. Voilà, écoutez, moi je vais terminer, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ou s'il y a des questions. On va quand même t'applaudir. Non. Tu as été clair et exhaustif. Pas de questions, on s'arrête. Oui? Pardon? Écoutez, en tous les cas, on va continuer avec... J'en ai une dans le chat. Ah, d'accord. Sinon, c'est Lionel Bonnefoot de la CCI qui va poursuivre. Est-ce que la Banque de France a une vision détaillée sur le monde actuel des crypto-monnaies en termes de volume de transactions, perspectives, évolution réglementaire à venir, impact pour les entreprises et impact pour les banques? Alors, je vais essayer de... C'est un sujet extrêmement important que l'on suit au niveau de la Banque de France parce qu'effectivement, on voit se développer. Alors, je vais tout de suite corriger quelque chose. On parle de crypto-monnaie, mais nous, à la Banque de France, on ne parle pas de crypto-monnaie. On parle de crypto-actifs. Parce que le Bitcoin, l'Ether, etc., toutes ces, entre guillemets, ces actifs ne sont pas des monnaies parce qu'ils ne correspondent pas à la définition de la monnaie. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ils servent à mesurer la valeur de quelque chose. Si je vous demande combien vaut ma paire de lunettes en Bitcoin, est-ce que quelqu'un est capable de me le dire? Personne. En revanche, vous allez pouvoir me dire à peu près en euros combien ça vaut.
Donc, ce n'est pas non plus le Bitcoin un instrument d'échange. Aujourd'hui, est-ce que je peux aller dans Rodez, m'acheter une paire de chaussures et payer en Bitcoin? Pas sûr. Je crois pas. Donc voilà, le Bitcoin ne répond pas à la définition de la monnaie. Donc pour nous, Banque de France, ce sont des actifs. Ce sont des actifs hautement spéculatifs. Donc, quelque part, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ces crypto-monnaies, etc., et qui sont prêts à mettre de l'argent. Et quelque part, c'est extrêmement risqué. Je ne suis pas tous les jours le cours du Bitcoin, mais je crois qu'au début janvier, le cours du Bitcoin, il a perdu en quelques jours, je parle contre des banquiers qui sont là, mais il a perdu 40 ou 45% de sa valeur. Si quelqu'un sait nous expliquer pourquoi le Bitcoin, en 2 jours, perd 45% de sa valeur, nous, on ne sait pas, si vous voulez. Donc, c'est hyper spéculatif, ça monte très vite, ça descend, etc. On ne sait pas pourquoi. Donc, ce n'est clairement pas aujourd'hui des monnaies. Pour autant, il y a des choses qui sont en train de se passer et auxquelles nous, en tant que banquier central, on est extrêmement vigilants. On a tous entendu parler de l'initiative qui était prise par Facebook de créer sa monnaie il y a quelques temps. Bon, pour le Libra. Pour l'instant, ça n'a pas effectivement, ça n'a pas abouti. Mais on sent bien, si vous voulez, qu'il y a des acteurs qui ont quelque part envie de venir bousculer, je dirais, les acteurs institutionnels qui gèrent la monnaie de façon traditionnelle depuis maintenant des dizaines d'années, et plutôt bien. Parce que quelque part, je pense qu'en tant que citoyens, nous avons confiance dans notre monnaie, et c'est ça qui est important. Donc, il y a effectivement des acteurs qui tentent de venir bousculer, je dirais, les acteurs institutionnels que sont les banques centrales et que sont les banques, et qui cherchent quelque part à venir s'insérer là-dedans, à venir comme une forme de dérégulation, je dirais, de ce que nous connaissons, notamment au niveau des moyens de paiement, des choses comme ça. Donc, il y a des travaux au niveau européen, effectivement, menés par les banques centrales actuellement sur la régulation de tout ça, probablement sur l'instauration d'un certain nombre de normes, de contrôles. On a, nous, Banque de France, fait déjà des contrôles sur des plateformes Bitcoin, si vous voulez. Aujourd'hui, attention, quand on parle des crypto-monnaies, ce sont de vastes outils qui servent à blanchir de l'argent, à financer des activités illicites, le terrorisme, le trafic de drogue, etc., etc. Donc, évidemment que les pouvoirs publics ne vont pas laisser ce sujet sans s'y intéresser et sans, effectivement, mettre en place un certain nombre de contrôles. Et c'est notre cas au niveau de la Banque centrale, dans les réflexions qu'on peut mener avec les banques centrales nationales ou avec les banquiers. Juste pour terminer là-dessus, comme on voit bien se développer, si vous voulez, et une évolution au niveau des moyens de paiement, il y a actuellement au niveau de la Banque centrale européenne, et c'est la Banque de France qui est leader sur cette initiative, il y a un travail avec déjà des tests qui ont été faits sur la création d'un euro numérique de banque centrale. Peut-être que dans quelques années, peut-être pas si loin que ça, avant la fin de la décennie, nous aurons la possibilité d'avoir sur notre smartphone, je dirais, des billets en euros virtuels numériques. Mais ce sera comme aujourd'hui, vous pouvez avoir un billet. Quand vous avez un billet, c'est de la monnaie banque centrale, puisque l'émetteur, c'est la banque centrale. Eh bien, peut-être que demain, en tant qu'utilisateur, en tant que particulier, on pourra avoir un billet numérique banque centrale. Et il y a la même chose, une réflexion qui se fait aussi avec les banquiers sur les transactions dites de gros. Juste un point par rapport à ça, si vous voulez, ça c'est mon point de vue personnel. Pour moi, la monnaie, on est dans le domaine du régalien, comme la sécurité. Et il est extrêmement important, si vous voulez, et c'est véritablement notre mission et ce que nous faisons à la Banque de France, c'est que quelque part, la monnaie, si vous voulez, la confiance dans la monnaie, c'est quelque chose qui est vital pour le développement de notre économie. Si nous n'avons pas confiance ou si nous perdons confiance dans notre monnaie, il ne peut pas y avoir de développement économique. Eh bien, la monnaie, ça fait partie du régalien. Et de mon point de vue, et c'est un point de vue personnel, je ne souhaite pas, dans tous les cas, que des acteurs privés puissent s'emparer de ces questions de la monnaie.
Parce qu'en tant qu'acteur, en tant que citoyen, je n'aurai pas, autant je peux avoir confiance dans mon pays, dans mon État, dans ma banque centrale, autant vis-à-vis d'un acteur privé, fût-ce un méga entreprise du monde des Google et compagnie. Voilà. J'étais un peu long, excusez-moi. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler donc des chiffres de l'économie avéronaise. C'est des chiffres qui ont été produits par le pôle études de la CCI de l'Aveyron. Donc, les chiffres concernant notre territoire, nous avons 16 000 établissements ressortissants au niveau de la CCI Aveyron. On peut voir que le plus grand nombre concerne le commerce. Nous avons 5 300 établissements sur ce secteur d'activité qui représente 15 000 salariés. Donc, le commerce, en nombre d'établissements, c'est le premier et c'est aussi le premier en nombre de salariés. Donc, nous avons préservé un commerce sur le territoire. Particularité aussi sur notre territoire, c'est qu'on trouve du commerce de façon qui est réparti de façon homogène sur tout le territoire. Bon, il y a quelques centres commerciaux, mais on a réussi à préserver en zone rurale des commerces. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un territoire industriel. Nous avons 3673 établissements industriels à relativiser parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 58% des établissements de cette catégorie sont des établissements producteurs d'énergie. En termes d'évolution, on se rend compte que depuis 2017 à aujourd'hui, c'est le nombre d'établissements industriels qui a le plus fortement progressé. Donc, nous avons plus 45% d'établissements industriels. Pareil, à nuancer, puisque là, si on regarde de plus près, on voit que 75% de ces établissements sont des établissements qui sont issus de la production d'énergie. Donc, quand un particulier installe des panneaux photovoltaïques, on le retrouve placé dans cette catégorie. Donc, l'industrie. Ensuite, ce qu'on peut observer au niveau des services, on voit également une forte progression, donc plus 36% d'établissements. Donc ça correspond à la tendance nationale où le poids des services prend de l'ampleur. On voit également, en termes de commerce, plus 11% d'établissements, par contre, moins 10% de salariés. Alors pourquoi? Comment ça se fait? L'augmentation du nombre d'établissements provient des inscriptions en commerce de gros. Donc, c'est du négoce de gros, ça crée du chiffre d'affaires, mais ça, avec un nombre d'emplois plus diminué, plus faible. Et ce qu'on observe, c'est la diminution, mais ça c'est une tendance nationale, la diminution du nombre de commerces traditionnels, voilà, qui emploient des personnes, c'est des entreprises familiales avec 1 ou 2 salariés. Donc, c'est ce qui explique la baisse sur ce secteur de moins 10% de nombre de salariés. Une remarque, donc, au niveau de l'emploi, même si on augmente si on observe une augmentation du nombre d'établissements industriels liés au photovoltaïque, on se rend compte quand même que l'industrie représente 22% des emplois totaux. Alors qu'en France, l'industrie représente 20%. C'est pour ça que je dis sur le territoire, le poids de l'industrie est significatif. Autre élément, l'année dernière, donc 2021, on a observé 1168 créations d'entreprises au CFE, à la Chambre de commerce. Donc, c'est une année record. En général, on observe 800 créations par an. C'est ce qu'on a observé ces 5 dernières années. Donc, il y a eu une très forte dynamique
en 2021, identique à celle observée au niveau national, mais aussi régional. Donc, je vais revenir sur les chiffres régionaux. Nous avons accompagné 727 porteurs de projets. Donc, on a globalement un taux d'accompagnement de 2 sur 3. Donc, 2 porteurs de projets sur 3 passent par les services de la CCI. Donc, ça, c'est un niveau qui reste encore insuffisant, mais qui est relativement satisfaisant. Pourquoi insuffisant? Parce qu'il y a une corrélation forte entre l'accompagnement des porteurs de projets et le taux de réussite. Donc, notre souhait, c'est d'accompagner le maximum de porteurs de projets. Alors, il y avait un certain nombre de créateurs qui partaient sous le régime de la micro-entreprise, qui ne passaient pas forcément par nos services. On a mis en place un parcours, justement, pour accompagner ces micro-entrepreneurs et pour les aider à réussir. Alors, au niveau des chiffres d'Occitanie, alors, donc l'Aveyron, là, il y a 2849 créations. Alors, pourquoi 2849 ? Parce que là, on compte tout. On compte les créations au niveau du RCS, mais aussi au niveau de l'artisanat, au niveau des professions libérales, au niveau de l'agriculture. Donc, 2849 créations, on représente au niveau de la région 3% des créations d'entreprises. Là, on voit le poids des métropoles, notamment la Haute-Garonne, 27%, et l'Hérault, 25%. Alors, on se rend compte que le Montpellier, si on le ramène au nombre total d'entreprises, c'est certainement le secteur le plus dynamique en matière de création d'entreprises, notamment l'année dernière. Alors, sur la durée, l'Aveyron, sur 5 ans, on est mieux que l'Occitanie. On est à 80%, alors que l'Occitanie est à 77%. Donc, sur 5 ans, on n'est pas trop mal. Sur 1 an, on faiblit, puisqu'on passe en dessous de la moyenne. Alors, on ne le voit pas, la moyenne, c'est 19%, et nous, on est à 17,6%. Voilà. Alors, ce qu'on espère, c'est juste que ce soit un effet Covid et qu'on retrouve rapidement un niveau au-dessus de la moyenne régionale. Voilà. Donc, vous pouvez observer de fortes disparités, mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est l'importance des métropoles régionales, le secteur de l'Haute-Garonne et de l'Hérault. Maintenant, je vais parler un peu de micro-entreprise, puisque c'est un statut fiscal et social qui est arrivé, donc là on le voit très bien, en 2008. Et ça a été réformé en 2017, puisqu'on a augmenté les plafonds de chiffre d'affaires pour ce statut. Et là, on voit très clairement que sur ces 2 années, la création, il y a eu un grand succès dès le départ, et le fait d'augmenter les plafonds, ça a redonné une dynamique. Alors, c'est vrai pour 2 secteurs, l'industrie et les services. Alors, l'industrie, c'est les services à l'industrie. Ce n'est pas de l'industrie lourde. Puisque je rappelle que ce régime-là est réservé à des chefs d'entreprise qui font un chiffre d'affaires réduit et qui n'ont pas d'employés. Donc, on l'observe beaucoup dans l'industrie et dans les services. Je vous invite aussi à regarder le nombre. Là où on en voit le plus, c'est bien sûr dans les services. Rien à voir avec l'industrie en absolu, quoi. Donc, c'est dans les services où l'on retrouve le plus de micro-entrepreneurs. L'Aveyron se distingue parce que dans l'Aveyron, on crée moins de micro-entreprises qu'ailleurs. Dans l'industrie, 14%, 35% dans les services, 38% dans le commerce, 19% dans la construction. En France, c'est 55% des créations d'entreprises qui se font sous le régime de la micro-entreprise. Alors, c'est satisfaisant parce que en termes de taux de réussite, plus le projet est ambitieux, mieux il est accompagné, plus il a de chances de réussite. On voit beaucoup de micro-projets qui n'aboutissent pas. Donc, c'est aussi à relier au taux de succès que l'on peut observer sur le département. Les secteurs d'activité. Donc, parmi les secteurs d'activité qui ont connu le plus fort volume, c'est le commerce de détail,
Donc, on a créé beaucoup d'entreprises, mais elles se sont refermées. On a autant de radiation que de création, donc solde nul. La production d'électricité, bon, je ne reviens pas dessus. Et ensuite, les cafés, hôtels, restaurants. Donc, il y a eu 206 créations, mais on a aussi des radiations. On a un solde positif de 33 entreprises. Ça, c'est ce qu'on observe le plus, c'est naturellement, le CHR crée et referme, et c'est un des secteurs qui a le plus fort taux de rotation. Les secteurs qui ont le plus fortement progressé, c'est les autres activités de poste et de courrier. Alors, c'est les personnes qui livrent à domicile. Hein. Donc, ça, c'est étroitement lié au succès du commerce sur Internet et de la digitalisation du commerce. Il y a aussi des activités de vente à distance, de VAD. Alors ça, c'est lié aussi à la crise Covid, puisque des restaurateurs, pour mettre en place, pendant le confinement, pour mettre en place de la livraison à domicile ou de la vente à emporter, ils ont été obligés de s'inscrire sur une activité vente à distance. Ensuite, il y a l'activité immobilière hors agence, donc ça, c'est étroitement lié aussi à un phénomène national. Et activité de service aux entreprises, activité administrative, conseil pour les affaires. Donc là, une fois qu'on a vu ça, on se rend compte, on suit la tendance nationale, c'est qu'on va vers une augmentation des services, des activités de services sur notre territoire. Les créateurs, donc quel âge ils ont? Donc, on a regardé quel était le pourcentage de créateurs qui ont moins de 30 ans. Donc, 20%. À côté, on vous a mis la répartition par âge sur la population totale. Donc, 31-43 ans, 38-47, 44 à 59, 29, plus de 59, 11%. Là, on se rend compte très clairement que ce sont la tranche d'âge de 31-43 ans par rapport en proportion par rapport à la population qui se lance le plus de la création d'entreprises. Donc 31-43 ans. Ce que l'on peut observer aussi, c'est que même après 59 ans, il y a quand même des gens qui entreprennent. Voilà. Et donc, ils peuvent bénéficier de l'évolution du régime de retraite, puisqu'aujourd'hui, on peut cumuler emploi et retraite. Autre remarque, on a observé que 23% des créateurs sont des femmes. Et si on regarde au niveau total sur le stock, on a 21% des chefs d'entreprise en Aveyron qui sont des femmes. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en Aveyron, la parité, on ne retrouve pas du tout la parité de la création de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprise. Au niveau national, 40% des entreprises individuelles sont créées par des femmes. Donc, on est très loin de la tendance nationale. Autre remarque, 37% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Donc ça, je dirais, c'est normal. Et on continuera à avoir déjà une forte proportion de chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans parce qu'ils entreprennent à un certain âge. Donc, naturellement, on a des chefs d'entreprise qui ont un certain âge. Et on en aura toujours. Par contre, là où on doit se préoccuper de ce sujet, c'est en zone rurale. Parce qu'on observe qu'un dirigeant qui n'a pas de repreneur, un commerce en zone rurale, s'il ferme, mais il n'y a personne qui le reprend. Dans une métropole, la nature va avoir du vide, donc les choses se reprennent. Mais en zone rurale, si on ne fait pas attention, quand ces commerces ou ces affaires qui sont tenues par des personnes qui s'approchent de la retraite, si jamais ils ferment, mais c'est fini. Après, on ferme la boutique et il ne se passe plus rien. Une remarque sur le taux de pérennité. Donc là, on ne le voit pas bien. Le taux de pérennité à 3 ans, il est de 76%. Et à 5 ans, il est à 59%. Donc ça veut dire que sur 100 entreprises qui se créent, il en reste 59
au bout de 5 ans. Au niveau national, c'est 1 sur 2. Donc, dans l'Aveyron, on a un taux de pérennité qui est meilleur que le niveau national. Ça rejoint ce que j'ai dit sur l'ambition des projets, ça rejoint sur ce que j'ai dit sur l'accompagnement. Dans l'Aveyron, on crée des entreprises, mais on les crée de façon plus sécurisée que le niveau national. Alors, je vais juste faire une remarque par rapport à ce taux de pérennité. Souvent, on pense qu'il y a une entreprise sur 2 qui sera là au bout de 5 ans. On pense souvent à la liquidation judiciaire. On se dit, il y a une entreprise sur 2 qui va passer à la trappe au bout de 5 ans. Ce n'est pas ça. Dans ce taux, on tient compte des arrêts d'activité. Et je rappelle qu'il y a 3 façons d'arrêter une activité. La première, c'est je vends mon fonds de commerce, la façon la plus vertueuse, ou j'arrête, je cesse mon activité, je paye mes dettes et je me rallie. Et la troisième, c'est la liquidation judiciaire. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté ce graphique. 2019, 112 déclarations de cessation de paiement. On voit les sauvegardes en bleu, orange RJ et en gris liquidation judiciaire. 2019, 112, qui était une année déjà très basse. On est aux alentours de, en général, 120, 130, voire 150. 112, 2020, la crise, 61, l'année dernière, 48. Voilà. Donc, on a eu peu de défaillances en 2021, et je le dis souvent aux créateurs, regardez, 48 procédures judiciaires en 2021, ramenées à 16 000 établissements, ressortissants, vous voyez le taux de défaillance qu'on peut connaître dans l'Aveyron. Et je rajouterai, parce que dans les 16 000, il manque les ressortissants, chambre des métiers qui relèvent du tribunal de commerce, mono-immatriculés, il y a environ 4 000 personnes, 4 000 entreprises à rajouter. Donc, c'est 48 sur 20 000. Voilà. Taux de défaillance, l'un des plus faibles de France. Rapproché aussi au taux de surendettement, l'un des plus faibles de France. Voilà. On est dans un département où les affaires se font de façon sécurisée. Voilà. Donc, des chiffres très bas pour 2021. Alors, ensuite, je vais vous présenter le résultat d'une enquête que l'on fait tous les trimestres. Donc, on interroge 4000 chefs d'entreprise au niveau régional et 150 chefs d'entreprise au niveau départemental. Là, je vais vous donner le résultat de l'enquête départementale. Le premier graphique sont sur le chiffre d'affaires. Donc, on pose la question, au cours des 3 derniers mois, votre chiffre d'affaires est-il en hausse, stable ou en baisse? Donc, pour expliquer le graphique, quand c'est coloré, c'est que c'est positif. Donc, au 4e trimestre 2021, il y a 36% des personnes qu'on a interrogées pensent que leur chiffre d'affaires est en progression. Donc, le taux de satisfaction par rapport au chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on est revenu comme avant la crise de Covid. Donc, le solde de l'opinion est plus ou moins rapidement revenu positif à partir du 2e trimestre au début 2021. Après, il faut le nuancer selon les secteurs. L'industrie et la construction est rapidement revenu au chiffre d'avant-crise. Pour le commerce, la situation est plus délicate. On a un solde d'opinion négatif qui est plus important. Et ensuite, au niveau du CHR, on se rend compte que le CHR, ça suit un peu les différentes mesures de confinement qui ont été mises en place, où le solde d'opinion, il a beaucoup plus varié que dans les autres secteurs d'activité. L'effectif. Alors là, je ne vais pas commenter ce qui a été marqué là, parce qu'on observe une stabilité. Donc la question, c'est, au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont été en hausse, stable ou baisse. Donc si on regarde, c'est resté relativement stable. Le sujet sur les effectifs, ce n'est pas le souhait d'embaucher, c'est surtout qui embaucher. Aujourd'hui, c'est plutôt cette question-là que vous devrez poser. Est-ce que vous avez des soucis
pour recruter et pas est-ce que vous allez créer des emplois, quoi. Et ça, quel que soit le secteur. Alors, juste une remarque par rapport aux hôteliers, où là, on a, en termes d'effectifs, c'est là où on a l'opinion la plus négative. Aujourd'hui, les CHR, on le voit, c'est la partie grisée, c'est le secteur où à cette question, ils sont le plus méfiants. Pour eux, les prévisions d'embauche sont défavorables. Le gros sujet, c'est le manque de visibilité, puisque c'est un secteur qui a été fortement touché par les mesures successives. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes de visibilité et ils ne savent pas trop se prononcer sur cette question d'embauche ou pas. En matière de trésorerie, quand on leur demande leur opinion sur leur niveau de trésorerie, là, idem, on est revenu au deuxième trimestre 2021, 66% d'opinion positive sur leur niveau de trésorerie. Donc ça a été... Donc on peut observer que même depuis la crise, ils sont globalement très positifs par rapport au niveau de trésorerie. Ça résulte de la mise en place, bien sûr, des mesures d'aide, PGE et chômage partiel. Une nuance, si on regarde les trois secteurs très favorables, l'industrie, la construction et le commerce, en matière de trésorerie. La remarque, c'est au niveau du CHR, où là, il y a vraiment une grosse différence entre 2020 et 2021. Ça correspond à la mise en place des mesures d'aide sur l'aide au coût fixe. Là, l'État a rectifié le tir. On voit très clairement dans l'enquête que cette mesure a été très favorable pour les cafés, hôtels, restaurants. Dernier sujet, l'avenir. Donc, on leur pose la question, vous envisagez l'avenir de votre entreprise de manière, donc quand c'est rose, c'est positif, donc 40% sont sereins, 19% le sont moins, et un certain nombre se prononcent pas. Donc, on est revenu à des niveaux d'avant-crise. Globalement, les deux secteurs qui sont le moins optimistes, c'est le commerce et le CHR. Voilà. Donc, en synthèse, grâce à ce panel, on voit très clairement, ça rejoint ce qui a été dit déjà précédemment, c'est que la crise est passée par là. Il y a quand même des secteurs qui restent inquiets, le commerce et le CHR, mais d'autres secteurs qui ont retrouvé une situation d'avant-crise. Merci. Vous avez des questions? C'est clair? Des questions sur... On va dans le chat. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Merci. Bon, c'était un bon tour.